Bonjour à tous, aujourd'hui je m'adresse spécialement aux youtubeurs. Si tu t'es déjà posé la question de savoir comment exploiter les vidéos YouTube, qu'elles soient à toi ou pas, pour créer des contenus efficaces, impactants et tout à fait original, alors bienvenue dans cette vidéo. Car c'est ce que je m'apprête à te montrer de manière très détaillée et étape par étape. Et il faut noter que tout ceci est totalement automatisé. Et je te fournirai d'ailleurs tous ces scénarios à la fin de cette vidéo. Cette automatisation se fait avec l'outil Make, anciennement Integromat, qui est très efficace, dont je t'invite à t'inscrire sur cette plateforme. Si tout ceci t'intéresse, alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater la prochaine fois. Pour comprendre la suite de cette vidéo, il faut savoir que tout ce processus est divisé en 3 parties ou alors en 3 étapes. La première étape consistera à générer de manière automatisée du contenu. La deuxième étape consistera toujours de manière automatisée à partager ce contenu sur tes plateformes médias. Et la troisième étape consistera à créer des nouvelles vidéos à partir de contenus générés. Tous ces ressources te seront fournies à la fin de cette vidéo. Après toutes ces précisions, je t'invite actuellement à voir avec moi de manière très détaillée la première étape. La première étape, c'est un scénario Make, comme je t'ai dit précédemment. En fait, la première question qu'il faut se poser lorsqu'en voyant ce scénario, c'est que qu'est-ce que ce scénario fait? Mais je vais te dire clairement et d'avance ce que ça fait. Ça génère plusieurs QCM à partir d'une vidéo YouTube. Donc, c'est-à-dire que on va prendre une vidéo YouTube et à la fin, on va obtenir des QCM. Et tu comprends que le QCM, c'est l'une des méthodes pour pouvoir concerner en fait son audience. Parce que tu vas inviter en fait les gens à donner leur avis, à faire un choix. Et c'est comme ça qu'ils seront concernés. La différence entre ce QCM, bien que ça utilise l'intelligence artificielle, et les autres QCM qui pullulent les plateformes médias, c'est que ceci est généré à partir de ton contenu à toi, ou bien de contenu choisi. Donc ce n'est pas des QCM générés de manière aléatoire. Et c'est ça qui fait toute la différence, et ça te permet de rester dans ta ligne éditoriale et de ne pas dévier. C'est un QCM très bien personnalisé. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va commencer par la première action. Et peut-être d'ailleurs, on va commencer déjà par faire un test pour voir comment ça fonctionne. Et par la suite, je vais venir t'expliquer étape par étape, module par module, comment est-ce que c'est alimenté. Donc, on va lancer le test. Pour lancer le test, on va choisir une vidéo, par exemple. Là, je vais choisir une vidéo de manière spécifique, mais lorsque tu vas activer, tu vas programmer en fait cette génération, tu n'auras pas besoin de venir choisir la vidéo. C'est une précision très importante. Là, je vais choisir une vidéo bien spécifique. Là, je vais par exemple prendre la première qui s'affiche ici. Voilà. Et je vais lancer en fait l'automatisation. On voit que on est déjà au niveau de ChatGPT, de OpenAI. En fait, c'est en train de générer, en fait, et là, c'est en train de générer les QCM. C'est en train de générer les QCM. On peut le voir ici, en direct. Là, voilà, c'est en train de générer. Voilà, ça génère. Et là, ça finit de générer. Et je rappelle qu'il y a 10 QCM que ça a généré. Donc, on peut compter ici 1 QCM, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. 10, et voilà, et 10. Voilà, on peut voir les QCM. On peut voir ici, là, ça générait bien évidemment 10 QCM. 10 QCM, ça alimenté, voilà, on peut voir les opérations, 10 opérations en réalité. Donc, une fois qu'on a vu ça, je vais maintenant t'expliquer étape par étape comment est-ce que c'est fait. En réalité, ici, là,
la première action, c'est-à-dire c'est le trigger, c'est le premier module qui sera toujours appelé. Ici, dans ce premier module, en fait, on dit watch video, on fait appel à YouTube, watch video in the channel. Là, en fait, on dit watch video in the channel. Ce trigger surveille les vidéos, ça prend les vidéos sur YouTube, des nouvelles vidéos, mais tu peux tout à fait paramétrer ça pour que ça prenne également des anciennes vidéos. Donc, pour paramétrer pour que ça prenne des anciennes vidéos, on va rentrer dans le paramétrage, tout simplement. Ici, dans un premier temps, il faut connecter en fait ton YouTube à Mac. Cette connexion, tu peux la faire sans souci. Et si tu as des soucis, tu peux toujours venir consulter Online Help qui te permet de voir comment est-ce que cette connexion se fait. Donc, si par exemple, je m'en vais ici sur Online Help, on peut voir en fait que Mac explique comment la connexion est faite. Donc, on va pas faire de ça un objet pour une vidéo ou bien pour cette vidéo, en tout cas. Donc, je t'invite à te référer ici sur le module Help de Mac. Et si tu as eu des soucis, je me ferai le plaisir de t'apporter, de t'aider à le faire. Donc, on va retourner à notre scénario. Ici, là, une fois que la connexion est faite, il faut choisir en fait la chaîne que tu veux, donc c'est-à-dire à travers l'ID, parce que il faut connaître que Google permet d'avoir plusieurs chaînes YouTube ou bien plusieurs chaînes YouTube sur une même adresse. Donc, il faut choisir en fait la chaîne sur laquelle tu veux travailler. Et ce choix se fait à partir de l'ID de la chaîne. Voilà, une fois que tu as copié l'ID, tu viens le coller ici. Voilà. Et puis ici, là, tu peux décider d'utiliser des vidéos qui ont été publiées à partir d'une certaine date. Donc moi, par exemple, j'ai dit, j'utilise les vidéos qui ont été publiées avant le 1er octobre 2024. Voilà, et tu peux également utiliser les vidéos qui sont produites à partir d'une autre date, c'est-à-dire après une certaine date, c'est-à-dire after, donc tu peux également préciser ici. Moi, je ne l'ai pas précisé. Donc, le troisième paramètre, ou alors le dernier paramètre ici, là, à maîtriser, c'est que combien de vidéos tu veux prendre à la fois, combien de vidéos tu veux évaluer à la fois. À l'occurrence, moi, j'évalue toujours une vidéo. Voilà. Donc, toi, tu peux évaluer plus d'une vidéo. Je te conseille quand même d'évaluer une vidéo parce que ce scénario permet de créer quand même 10 QCM à la fois. Donc, une fois que ceci est fait, on va valider. Ici, là, pourquoi j'utilise ce module? Tout simplement parce que en utilisant ce module, ça me permet de récupérer en fait les détails de la vidéo, la description de la vidéo précisément et autres informations. Voilà, tu peux également récupérer l'image de la vidéo. Donc ici, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je mets ça en fait de la vidéo ID, de l'ID de la vidéo qui a été générée. Parce qu'en fait, ici, là, on dit update des vidéos, mais en réalité, en fait, je n'update rien parce que je n'en ai pas besoin. Ce qui m'importe le plus, c'est ce que ça renvoie. Ce sont les informations que cela renvoie. Voilà. Et là, je mets ça en fait de l'ID généré ici. Donc, comme on peut le voir ici, on revient sur le premier module. On constate qu'il y a vidéo ID ici, là. On constate également qu'il y a le title qui a été utilisé. Voilà, et puis une description. Je reviens ici pour dire en fait que je me sers de la vidéo ID qui a été générée ici, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Une fois que ceci a été utilisé, je peux avoir les différentes informations de la vidéo. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un ID qui est en entrée, input, et en sortie, j'ai toujours l'ID, mais sauf que je peux avoir plus d'informations que précédemment. C'est-à-dire que je peux avoir la description de la vidéo, comme cela est montré ici, là, et cette description est très vitale. Et ce n'est qu'à partir de ce module-là, YouTube, que je peux avoir la description totale parce que précédemment, elle ne donne pas une description totale parce que le premier module, en fait, donne une description tronquée, comme on peut le voir ici. Et cela ne m'intéresse pas. Je veux une description totale. C'est à partir de cette description qu'on va prendre, en fait, l'information qui nous permettra de personnaliser nos QCM après. Ici, j'ai une description totale. Une description totale ici. Voilà, totale que je récupère. Et c'est cette description qui sera utilisée ici dans TextSparks. TextSparks, en fait, ici, je récupère la description de la vidéo.
Et à partir de text sparse, je filtre en fait pour prendre tous les chapitres de la vidéo. Parce que pour utiliser ce scénario, il est important d'avoir attribué à sa vidéo les différents chapitres. Et c'est ces chapitres-là qui viendront personnaliser en fait la vidéo, le QCM. Text sparse fonctionne avec le regex, c'est-à-dire en fait que tu prends toute la description et tu extrais un certain nombre d'informations. La question qui se pose, c'est que comment est-ce que text sparse fonctionne? Je te fais une vidéo totale, complète, où je t'explique comment text sparse fonctionne dans Make, quelle est son utilité, comment est-ce que ça utilise le regex. Je te montre également comment comprendre le regex et comment générer les regex souhaités à partir de l'intelligence artificielle. Tout ceci là, je t'ai mis ça dans une vidéo que tu peux trouver sur ma chaîne. Une fois que ceci est dit, il faut comprendre tout simplement que text sparse fonctionne en fait, c'est-à-dire que ça prend la description, ça filtre en fonction du regex qui a été précisé ici là, ça filtre l'information. À l'occurrence ici, ça filtre en fait tous les chapitres. Donc, comme tu peux le voir ici là, ça prend du premier chapitre au dernier chapitre ici, qui est essentiellement la représentation de la vidéo. Donc, une fois qu'on a ça, le plus important par la suite, on voit que tous les chapitres sont tirés avec le timeline. Or, le timeline, ici là, ne m'intéresse pas. Or, pour retirer ce timeline, je fais encore appel à un nouveau text parseur. Ici, text parseur, je mets encore un autre regex qui va me filtrer en fait ce timeline. Donc ici, je prends, comme tu peux le voir, c'est le premier text parseur qui clignote, ça veut dire que c'est de lui dont on fait appel. Voilà, ici, j'utilise un autre regex qui me permet de filtrer rien que les titres. Donc ici, à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, ici tu vois, input, on a le titre avec le timeline, et puis à la sortie, on a le titre sans le timeline. Et ça le fait comme ça applique comme ça sur tous les chapitres. Donc, du premier chapitre au 13e chapitre, à l'occurrence ici. Donc, ça dit que ça prend tout le timeline et ça retire le timeline pour me donner un résultat sans le timeline. Voilà, et par la suite maintenant, je précise juste encore que pour comprendre comment fonctionne ce text parseur avec les regex, je te fais une vidéo complète où je t'explique comment ça fonctionne, quelle est son utilité et comment comprendre les regex et comment générer les regex avec l'intelligence artificielle. Donc cette vidéo sera sur ma chaîne que tu pourras consulter. Voilà, maintenant que cette précision est faite, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante en fait c'est Array Aggregator. Array Aggregator, c'est quoi? Sa fonctionnalité, elle est d'agréger plusieurs informations dans un tableau. C'est-à-dire que ça va prendre en réalité plusieurs informations et ça va les mettre dans un tableau pour obtenir à la sortie un tableau. Et là encore, il y a une vidéo qui sera sur ma chaîne où je vais t'expliquer quelle est sa fonctionnalité et comment l'exploiter le mieux. Et Text Aggregator, comme on peut le voir ici là, ça prend, comme son image l'indique, il y a plusieurs informations qui sont en entrée et à la sortie, on a juste une information, un tableau qui comporte toutes ces informations et on peut le vérifier déjà avec ça, c'est-à-dire que en input, on a le bundle 1, le bundle 2, le bundle jusqu'à ce que 13 bundles. Sauf qu'à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau. Array, en anglais, c'est tableau. Donc, ça veut dire qu'on a ça, on a un tableau qui comporte toutes ces informations-là. Voilà, toutes ces informations, c'est un tableau. Donc, je pense que là également, c'est clair. Si c'est clair, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante qui est Iterator. Iterator, lui, c'est quoi? Ça prend un tableau en entrée, comme tu peux le voir ici. Ça prend un tableau en entrée. En fait, ça prend le tableau qui a été généré par Array Aggregator et ça ressort des informations de manière assez séparée, mais qui reste concentrée, qui reste dans un même package. Voilà. Ici, on a Array Aggregator et si on regarde le résultat en réalité, on va constater qu'en input, on a un array, bien évidemment. On a un array ici qui comporte 13 entrées, donc 13 chapitres. Et à la sortie, on a les différents bundles. Ça ressort plusieurs bundles. Et ces bundles seront désormais exploités par Text Aggregator. À nouveau, Text Aggregator ici, là, qui est un outil
qui permet en fait de reprendre, à la différence de Erie Aggregator, qui permet de prendre toutes ces informations et les mettre comme un seul texte. Donc, ça prend plusieurs éléments et ça les contracte comme un seul texte. Et ça prend plusieurs lignes, donc plusieurs lignes, parce que là, c'est sous forme de ligne. Là, tu peux le constater, c'est sous forme de ligne. Ça prend plusieurs lignes ou plusieurs éléments et ça le met sous forme d'un seul texte. Je configure en sorte que ça met un astérisque sur chaque ligne. Donc, c'est un texte reparti sur plusieurs lignes. On peut dire plusieurs paragraphes si on veut. Voilà, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je dis, il y a d'abord un astérisque pour marquer chaque ligne. Et puis, il y a l'espace pour laisser le texte respirer. Et puis après, je dis new line. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça récupère un texte, ça crée une nouvelle ligne. Ça récupère un texte et ça crée une nouvelle ligne. D'où le résultat suivant. Donc, en entrée, on a différents bundles. Il faut bien remarquer, il y a différents bundles ici. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a un seul texte qui est sur plusieurs lignes ou alors sur plusieurs paragraphes. Je me répète, plusieurs bundles à l'entrée et à la sortie, on a un seul texte mais qui est sur plusieurs lignes ou plusieurs paragraphes. Voilà, une fois que ceci est clair, ici là, je crée en fait une variable. La variable ici permet de stocker en fait le contenu de ce texte aggregator. Parce qu'en fait, je n'aimerais pas avoir un scénario qui est long à l'infini ou alors qui est long au point où on n'arrive pas à suivre. L'objectif de cette variable est de pouvoir la réexploiter juste à la prochaine branche. Donc ici là, je fais un set variable, c'est-à-dire je crée une variable et cette variable en réalité, je la nomme chapitre et pour la valeur, je mets tout simplement le texte qui a été généré. Donc on peut le voir là. Donc, si je dis là, et si je mets le curseur sur texte, on voit très bien que c'est texte aggregator qui est en train de clignoter, histoire de m'indiquer en fait que ce texte appartient à ce module. Et je t'ai déjà expliqué la fonctionnalité de cette variable et le pourquoi elle est là. Et par la suite, maintenant, je viens ici à exploiter en fait cette variable-ci. Dans le premier module ici, là, en réalité, je fais get variable. Donc, ça veut dire que je pars chercher la variable qui a été précédemment créée. Donc, il faut voir la différence entre le set et le get. Donc, le set, on modifie et le get, on récupère. Donc, ici, là, je fais get variable. Je pars chercher ma variable. Ici, là, on dit le nom de la variable. Il faut donner véritablement le nom qui a été utilisé pour la variable. Ici, là, moi, c'était chapitre, comme on a vu précédemment. Et une fois que ceci est fait, normalement, les choses se font de manière automatique. Donc, ça veut dire que l'information qu'on a ici, normalement, tu vois, ici, chapitre, ceci, on va recevoir cette information, la même information ici, et c'est ça le cas. Et c'est le cas dont je récupère en fait cette information-là, voilà, que je vais exploiter par la suite. Et pour exploiter ça par la suite, c'est dans ChatGPT. Dans OpenAI, je crée en fait un prompt où je lui demande de créer en fait du QCM à partir des informations que je lui fournis. Parmi ces informations, en réalité, il y a le titre de la vidéo. Je prends le titre de la vidéo et les chapitres de la vidéo et de la description de mon agence. Parce que je suis une agence Afronovation qui propose des services d'automatisation des process. Si jamais c'est le cas pour toi, si tu as besoin des services, je me ferai le plaisir de répondre à tes besoins. Donc, je prends le titre, je prends les chapitres. Tu vois jusqu'où est-ce que la personnalisation du QCM se passe. Et je prends la description de mon agence pour lui dire ce que je fais, les propositions que je fais, les propositions de valeur que je fais et qui est-ce que j'aide les PME et les TPE. Voilà. Et je lui dis, crée-moi le QCM. Je lui donne la structure du QCM qu'il doit créer. Donc, ça veut dire qu'il y a réponse 1, réponse 2, réponse 3. Donc, en fait, il y a d'abord une question et puis réponse 1, réponse 2. Et si là, je personnalise, je viens rajouter, je viens préciser cette structure en lui demandant de créer ça sous forme de JSON. Pourquoi sous forme de JSON? Je te montrerai le pourquoi la réponse viendra tout juste après, parce que je sais que ça sera très important, le JSON à exploiter. Je lui demande de créer ça sous forme de JSON. Donc, c'est-à-dire qu'on a QCM1, on a la question, on a
la première option, la deuxième option, la troisième option, et puis ça me donne la bonne réponse. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris ça, ça me donne un QCM, donc avec trois propositions et la bonne réponse. Et je fais comme ça, je lui demande de créer comme ça 10. Donc, comme on peut le voir là, ça va jusqu'à 10 QCM. Une fois que ceci est fait, je peux également te donner ce prompt. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Il suffit de le demander en commentaire et je te l'envoie. Voilà, une fois que cela est fait, on va voir le résultat maintenant. Le résultat, en fait, permet de regarder quel est le résultat de ça. Le content, voilà. On constate que effectivement, ça me crée sous forme de JSON. Pourquoi je demande à ChatGPT, quasiment, je l'impose de créer ça sous forme de JSON? Parce qu'il faut que quand je vais automatiser ça, quand je vais activer l'automatisation, il faut que j'obtienne toujours le même format à la sortie. Parce que si le format change, alors le processus s'arrête aussi immédiatement. Si le format change, le processus s'arrête. Et je ne peux pas laisser à ChatGPT le libre choix de me donner, de choisir le format sur lequel il veut me donner. Parce qu'aujourd'hui, on va me donner sur un format et demain, il va me donner sur un autre format. Ce n'est pas assez prudent. Donc, je préfère l'imposer aussi à l'entrée, de dire que moi, je veux ça sur ce format et je sais que je vais toujours avoir ça sur ce format et ce qui me permettra de gérer ça, de gérer mes réponses après. Et comme tu peux le voir, c'est sous forme de JSON. Une fois que c'est sous forme de JSON, ici, là, je peux désormais manipuler ça à ma guise. Parce que c'est que à l'arrivée, ça va toujours être sur le même format. Voilà. Et sur la même structure. Une fois que c'est sur le même format, là, je fais encore appel à mon texte parseur. Or, parce que quand c'est sur le même format, moi, je n'ai pas besoin, forcément, je n'ai pas besoin de toutes ces informations. Je n'ai pas besoin de QCM1, je n'ai pas besoin qu'ils disent que ça, c'est la question, qu'ils me disent que ça, c'est la réponse. J'ai juste besoin, en fait, de la question à proprement parler et de la réponse à proprement parler et de la bonne réponse à proprement parler. Je n'ai pas besoin de tous ces détails-là. Voilà, je n'en ai absolument pas besoin et tu n'en auras pas besoin. Mais c'est vital que c'est pour ça qu'il faut imposer à ChatGPT le format que tu souhaites. Il ne faut pas laisser à ChatGPT, dans n'importe quel cas, ça c'est une technique que je te donne, il ne faut pas laisser à ChatGPT le soin de te donner les choses de manière aléatoire. Il faut savoir ce que tu veux et tu dis à ChatGPT, moi je veux ça sur tel format et de telle manière. Voilà, parce que si tu lui laisses le libre choix, il va te donner aujourd'hui voilà, 2 mots, demain va te donner 3 mots, 4 mots, ça sera assez aléatoire, ce n'est pas assez prudent. Une fois que je sais sur quel format est-ce que je récupère QCM, je peux désormais utiliser un texte parseur avec les regex pour dire en fait que moi je veux ceci. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel au regex et je dis moi je veux le résultat. Et le résultat, je prends tout le résultat et j'utilise mon texte parseur, mon regex pour dire en fait filtre-moi les choses et à la sortie, donne-moi juste la question et les réponses, et pour moi, ça me va. Sauf que quand il me donne les réponses, toujours, quand il me donne les réponses, on peut voir le résultat. Voilà, tu vois, il me prend, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, première question, ça c'est la sortie, le premier bundle, ça veut dire qu'on va prendre le F1, il y a la question, on sait déjà que ça c'est la question, et 2, c'est la réponse, 3, c'est les 3 prochains, c'est les propositions de réponse, ça veut dire qu'il y aura réduction de coûts, augmentation de la charge de travail à complexité et me dire en fait que la bonne réponse c'est la réduction des coûts. Donc ça veut dire que c'est un QCM assez personnalisé. C'est assez personnalisé et pour moi ici c'est l'automatisation. C'est assez personnalisé et ça me fait comme ça pour les 10 QCM. Donc je n'ai pas à me faire. Qu'est-ce que je fais désormais? Je prends ça et c'est que comme ça me donne en différents bundles, je refais ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je prends un array aggregator que je vais personnaliser. Je dis en fait que je veux le S1, S2, S3, S4, S et S5. Pourquoi je précise ça? Parce que ici là, qu'est-ce que ça m'a donné? S1, c'est la question. S2, c'est la première réponse. S3, c'est la deuxième réponse. S4, c'est la troisième réponse. Et S5, c'est la bonne réponse. Une fois que j'ai intégré ça, je peux désormais venir ici, là. Je récupère toutes ces réponses ici, toutes ces réponses, du moins, toutes ces données-là. Je récupère toutes ces données que je vais mettre dans un tableau. Et chaque tableau, dans chaque case du tableau, en fait, il y a un QCM, tout simplement. Et sauf que il y a toujours le S1, S2, S3, S4, S5. Et après, je viens utiliser, en fait, le aggregator, ici, là, qui va récupérer ces bundles, qui va récupérer, en fait,
l'itérateur autant pour moi, qui va occuper ce tableau autant pour moi, qui va occuper ce tableau et le remettre sous forme de bundle. Voilà. Et à partir de là, je peux désormais, ici, là, dans ma base de données, lui dire en fait que dans la question, tu vas mettre S1. Dans la bonne réponse, tu vas mettre S5. Dans la réponse 3, tu vas mettre S4. Dans la réponse 2, tu vas mettre S3. Et dans la réponse 1, tu vas mettre S2. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et je peux ajouter, et je mets également le statut à jour. Quel dit statut YouTube, c'est-à-dire que est-ce que c'est publié sur YouTube. Et puis je peux également mettre, je mets le statut à la base. Et dit que à publier. Une fois que c'est à publier, c'est-à-dire que tout ce qui porte au statut à publier, ça veut dire que ça n'a pas encore été publié et c'est à publier, comme son nom l'indique, tout simplement. Une fois que ceci est fait, ici, le dernier module, en fait, ça permet d'envoyer, en fait, une information pour me dire, en fait, que ceci ne te concerne pas, mais si tu veux, je peux t'expliquer ça. Ça me permet d'envoyer une information pour me dire, en fait, que le scénario s'est très bien déroulé, parce qu'une fois que je reçois ça, je suis sûr que le scénario s'est très bien déroulé. On dit le lancement OK, lancement 1, on dit le résultat QCM OK. C'est un tableau qui répertorie en fait, c'est un tableau Notion qui permet de répertorier en fait, est-ce que le scénario est allé au bout ou pas. Si ça allait au bout, ça m'envoie une réponse QCM OK. Voilà, et là je suis rassuré en fait que mon QCM, mon scénario s'est très bien exécuté et que je n'ai pas à m'inquiéter. Donc, je n'ai pas à venir tous les jours à regarder ou bien tous les jours à regarder est-ce que cela s'est exécuté ou pas. Il suffit juste pour moi de regarder un tableau et de constater en fait que si c'est bien exécuté, si c'est allé au terme, si ce n'est pas allé au terme. Alors, si je ne reçois pas de réponse alors que j'étais censé recevoir une réponse, alors je dois m'inquiéter. Voilà, je dois me poser des questions. Mais en réalité, tu peux t'arrêter ici, là. Voilà, et puis ton scénario fonctionnera très bien. Voilà. Mais une fois que ceci est fait, on va aller voir le résultat. Je pense que le résultat, on a déjà vu le résultat. On le voit une fois de plus et on constate en fait que tous les statuts sont à publier. Voici donc le premier scénario. Et c'est que l'information que je voulais rajouter, à défaut d'utiliser en fait c'est YouTube, ces informations YouTube, on pouvait également utiliser le RSS. Le RSS, en fait, ça permet de répertorier toutes les vidéos qui sont sur YouTube et de faire le même travail. Donc, au lieu de 2 modules, on peut utiliser rien qu'un seul module en utilisant notre RSS, en faisant appel à notre RSS que offre YouTube. Donc, ce lien, en fait, permet en fait de répertorier toutes les vidéos. Je n'ai pas utilisé ça. Pourquoi? Parce que je veux apporter d'autres paramètres que ça. Mais tu peux également utiliser ça. Et en plus, ça te donne beaucoup plus d'informations sur les vidéos. Mais sauf que, est-ce que tu as besoin de ces informations? La question se pose. En l'occurrence, moi ici, je n'en avais pas forcément besoin de toutes ces informations. Mais je t'invite à faire le test de ton côté. Voilà. Voilà la précision que je voulais voir avec toi. Voilà la précision. Pour moi, à l'instant T, cela n'est pas très important. On a déjà testé ce scénario. On a vu que ça fonctionnait très bien. Donc voilà donc la première partie abordée. Une fois que la première étape est terminée et qu'on est d'accord que ça fonctionne très bien et que la génération se passe très bien et que le contenu est suffisamment personnalisé, donc maintenant on va passer à la deuxième étape.